Bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que je reçois ce matin pour notre second webinaire du Think Tank Ressources mon cher ami Moussa Oumarou, qui est aujourd'hui le directeur général adjoint pour les opérations extérieures et les partenariats à l'Organisation internationale du travail. Alors Moussa Oumarou, après un parcours universitaire français et africain, vous avez été le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale au Niger, puis ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Vous avez en outre participé à de multiples reprises à des comités interministériels à la demande des différentes organisations internationales et de votre président, tant sur des questions de restructuration, de privatisation bien sûr, de négociation aussi avec les partenaires sociaux. Donc bienvenue et bonjour mon cher Moussa. Et puis aussi Martine Villers. Martine, vous êtes diplômée des Ponts et Chaussées, Normal Supplion, vous êtes aussi agrégée de mathématiques, membre de ressources, vous enseignez à Sciences Po et vous vous êtes très récemment orienté d'ailleurs vers les ressources humaines après une carrière tout à fait impressionnante dans le premier groupe de services à l'environnement où vous avez exercé ce qu'on appellerait plusieurs vies puisque vous avez travaillé dans des domaines techniques, marketing, stratégie, gestion des risques avant de passer à des sujets plus opérationnels d'innovation et de business model inclusif, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Bonjour Martine, ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors avant de passer la parole, chers amis, je voudrais donner quelques brefs mots de présentation à propos de notre think tank Ressources, qui est un think tank créé en 2004, qui est d'abord et avant tout, je vous l'avoue, une formidable aventure humaine qui rassemble des personnalités très diverses, des universitaires, des représentants d'ONG, des politiques, des institutionnels, des dirigeants du secteur privé, de la santé plus récemment, et puis des fonds d'investissement et des fondations. Tous partagent cette profonde conviction de l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme une véritable source de développement humain. Nous voulons alerter, dialoguer, recommander et puis faire savoir avec pour un objectif de mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur ces problématiques d'accès aux services de base dans les pays émergents afin de provoquer une prise de conscience, des mobilisations bien évidemment et des actions concrètes. Alors aujourd'hui, le thème que nous avons choisi d'aborder, parce que le marché du travail ne sera plus jamais comme avant, devient en cette période de rentrée particulièrement aiguë. Le marché du travail rencontre une situation nouvelle de perturbations qui n'ont jamais été connues pour la plupart d'entre nous. Et pour en parler, maintenant, sans plus attendre, je vais passer la parole à Martine. Merci. Bonjour Moussa. Tout d'abord, merci de prendre de votre temps pour parler avec nous ce matin du monde du travail, dont vous êtes un expert. Et plus particulièrement, on voudrait parler ce matin des impacts de la pandémie Covid-19 sur ce monde du travail et j'espère des évolutions qui pourront advenir dans un deuxième temps. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de structurer cette discussion en deux temps. Un premier temps sur les constats, et en particulier sur les pays d'Afrique, Moyen-Orient, et un second temps sur les pistes de solutions, ce qui vous paraît prioritaire pour aider à reconstruire un monde du travail meilleur qu'avant, en particulier dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc ma première question, j'ai vu que l'OIT a publié récemment sa lettre observatoire intitulée Le Covid-19 et le monde du travail. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes tendances du marché de l'emploi dans le monde et plus particulièrement au regard des conséquences de cette pandémie? Merci Martine, merci chers amis de ressources de m'avoir invité à partager quelques réflexions avec vous, et particulièrement, disons, le lien ou l'impact de la COVID-19 sur le monde du travail. Comme Martine, vous l'avez dit, l'Organisation internationale du travail a, depuis la survenance de cette pandémie, a tenu à voir et à suivre son évolution, notamment sur la question de l'emploi. Et c'est ce qui fait que dans notre jargon à nous, je ne suis pas sûr que la traduction soit la meilleure, on a publié une série d'observatoires de l'OIT sur le Covid-19 et le monde du travail. Et nous sommes à la 5e édition, et la 5e édition date du 30 juin dernier. Alors, je voudrais dire d'abord que, comme vous le savez,
la pandémie a eu des effets catastrophiques sur le monde du travail. Je ne vous fais pas découvrir quelque chose puisque nous le voyons, nous le suivons tous les jours au niveau des informations et c'est autour de nous, les personnes qui nous sont proches, mais aussi d'autres personnes, nous savons comment ça se traduit pour ces personnes-là. Selon les dernières estimations qu'on a, à la lumière de ce que dit notre observatoire du travail sur le Covid-19 et le monde du travail, c'est que les dernières estimations montrent que les pertes en heures travaillées au premier semestre 2020 ont augmenté par rapport aux précédentes, reflétant ainsi la détérioration de la situation des dernières semaines, notamment dans les pays en développement. Au premier trimestre, par exemple, de cette année, environ 5,4% des heures travaillées dans le monde, ce qui correspond à 150 millions d'emplois de temps plein, ont été perdus par rapport au quatrième trimestre de 2019. On estime aussi que les pertes en heures de travail au deuxième trimestre 2020 devraient atteindre 14%, ce qui correspond environ à 400 millions d'emplois à temps plein. Donc, comme vous voyez, la situation ne s'est pas arrangée entre le déclenchement de la pandémie et jusqu'à ce jour-là, mais comme on est en train de voir une reprise se faire timidement et avec plus ou moins de variations selon les pays et les zones. Donc, pour le moment, on a élaboré des scénarios à la fois optimistes et pessimistes. Mais avant d'arriver à ça, je voudrais dire qu'il est important que je vous mentionne peut-être quels sont les facteurs qui entraînent cette réduction d'heures travaillées. Et comme je l'ai dit, cela est variable d'un pays à un autre. Et surtout, c'est variable aussi en fonction de la disponibilité des données. Dans certains pays, les heures travaillées sont devenues plus courtes et le fait d'avoir un emploi mais de ne pas travailler, notamment les congés temporaires, ont contribué à la baisse de manière significative de ces heures travaillées-là. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent en chômage ou en chômage partiel. Donc ça, c'est la pandémie. Maintenant, du point de vue quantitatif, je veux dire, mais cette pandémie que nous avons et ce qu'on a pu constater sur le monde du travail, c'est qu'elle a révélé un certain nombre de faiblesses qu'il y a pratiquement dans tous les pays, et notamment des faiblesses qui sont liées à l'extrême vulnérabilité du milieu de travailleurs, à la vulnérabilité de beaucoup d'entreprises. Et tout ceci contribue à ne pas, si vous voulez, éclaircir le tableau pour l'avenir. Et la grande difficulté qu'il y a, c'est que la pandémie, disons, a une évolution géographique différenciée, alors qu'à un moment donné, l'Europe pensait être sortie d'affaires. Voilà, et que c'était plutôt dans les Amériques qu'il y avait une explosion de la pandémie. Mais on se rend compte aujourd'hui que la pandémie, en Europe, on n'a pas fini avec et que peut-être il faudra envisager, disons, quelques mois ou quelques semestres encore avant qu'on en finisse finalement, si tant est que un jour, on aura la pandémie derrière nous. Donc ceci fait qu'au niveau mondial, la question de l'emploi sera toujours une préoccupation et l'impact de la pandémie fera que pendant longtemps encore, l'emploi sera un des grands soucis que nous aurons à travers le monde. Actuellement, la situation… Oui. Je suis désolée de vous interrompre, mais pour vous permettre justement d'être plus précis et de nous donner des tendances sur la zone qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont deux zones différentes, la zone Afrique et la zone Moyen-Orient. On sait que l'Afrique a finalement été plutôt moins impactée par le Covid, à l'exception de l'Afrique du Sud, et que les pays ont plutôt relativement bien réagi. En revanche, même si l'Afrique a été moins impactée, on sait qu'il y a des tas d'emplois qui sont extrêmement précaires et qu'il y a une partie de secteur informel qui est colossale.
en particulier pour les femmes africaines. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ces impacts sur la partie Moyen-Orient et sur la partie Afrique, justement? Alors, au niveau de l'Afrique, comme vous le savez, avant cette pandémie, il y avait quand même quelques indications de croissance qui étaient prometteuses, puisque l'Afrique est une région qui connaissait une croissance estimée à 3,4% en 2019. Et que vous savez aussi que, par exemple, parmi les 10 pays qui ont une forte croissance, 6 étaient des pays africains. Je ne parle pas, si vous voulez, des inégalités liées à ça, mais quand même, il faut noter ces éléments-là. Maintenant, avec le déclenchement de la pandémie, sur la base de ce que dit la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, c'est qu'on estime que dans le meilleur des cas, la croissance moyenne du PIB africain en 2020 va diminuer de 1,4%. Et dans le pire des cas, l'économie africaine se contractera jusqu'à 2,6% en 2020. Et nos estimations à nous font que, disons que en matière d'emploi, ça pourrait se traduire pour l'Afrique à près de 42 millions d'emplois équivalent temps plein. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique estime aussi qu'en outre, entre 5 et 29 millions d'Africains seront poussés sous le seuil de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qui fait que les personnes ont moins de 1,90 $ par jour pour vivre, et ça en raison de Covid-19. Toujours pour la question de l'emploi en Afrique, le risque est sévère dans les zones urbaines. En effet, le secteur de l'économie des zones urbaines, qui représente actuellement 64% du PIB, on pense que les risques seront très sévères. Et enfin, c'est une des caractéristiques de l'Afrique, comme vous l'avez dit, Martine, ici, c'est que vous savez aussi que en Afrique, 80% de l'emploi total en Afrique, c'est dans les PME. Et que moins de 10 travailleurs, et que 75% du total de l'emploi, 75% des emplois sont dans l'économie informelle, avec des unités économiques avec de moins de 10 travailleurs. Donc, cette situation, aussi, selon nos projections, va se détériorer en raison de la COVID-19. Au niveau du Moyen-Orient, qui est l'autre zone qui nous intéresse ici, c'est qu'au cours du deuxième trimestre 2020, la région arabe connaît une perte de quelques 6 millions d'emplois à temps plein, de plein temps, et que la COVID-19 aura, selon nos projections, un effet néfaste et va aggraver la situation. On connaîtra quelque chose de pire que la crise financière de 2008-2009. Déjà avant la crise du Covid-19, la région État arabe avait l'un des taux de chômage les plus élevés. Et ceci veut dire que le sous-emploi aussi va augmenter de manière significative. Donc, les deux régions que je viens de citer ici, ce sont des régions qui certes, ne sont pas très touchées en termes sanitaires par la COVID-19, mais ce sont des régions dont l'impact de la COVID-19 est un impact fort important. Et ceci est lié à la nature et à l'économie qu'il y a, où il y a une prédominance de l'économie informelle, notamment pour l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Et ceci a été, les mesures qui ont été prises ont eu un effet terrible, puisque pour des gens qui vivent dans l'économie informelle et qui vivent au jour le jour, les mesures de semi-confinement qui ont été prises, ces mesures ont amené que les gens ont perdu leur revenu. Ce qui fait que quelquefois, on avait cette situation où les gens se disaient plus ou moins, c'est ou Covid-19 ou la mort par la faim. Voilà ce que je peux dire sur ça. Donc, oui. Pour faire merci beaucoup de cet éclairage particulier. Et pour faire le lien avec ressources, je voulais parler des sujets d'accès aux services essentiels. Récemment, j'ai lu qu'en Afrique subsaharienne, le chiffre des populations qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement a doublé entre 2000 et 2018, alors même que les États et les bailleurs de fonds ont fait
beaucoup de construction d'infrastructures. Et la question que je voulais vous poser est un peu double, à savoir, est-ce que vous pensez que la pandémie a aggravé la situation d'accès aux services essentiels? Et est-ce que la difficulté d'accès aux services essentiels, en particulier l'eau, a augmenté l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le monde du travail? De mon point de vue, la COVID-19 a plus limité que d'habitude l'accès aux services essentiels, puisque une des premières mesures, c'était de limiter les déplacements. Ça, c'est une première chose. Je connais par exemple dans des pays, notamment en Afrique, puisque c'est une région qui nous intéresse ici, où par exemple, les mesures qui ont été prises, c'était d'isoler les capitales et les grandes villes du reste. Donc, à partir du moment où on crée ces îlots qui est là et qu'il n'y a pas de communication entre les différentes villes et les différentes sous-régions, donc il y a une limitation déjà à ce point-là. La seconde chose qu'il faut dire, c'est que du fait et de la crainte de la pandémie, il y a comment dirais-je ça, il y a des réticences à aller vers ces services-là et où les services aussi, disons, ont limité les services publics, je vais dire, et les services essentiels. Leurs fournitures ont été limitées dans l'accès parce que pour craindre les contagions. Donc, tout ça réuni fait que la pandémie a relevé une chose, malgré les efforts d'abord, qu'il reste beaucoup à faire en matière de services essentiels. Et la deuxième chose qui est là, c'est que la pandémie a relevé notamment la question de l'accès à de l'eau et l'importance de l'accès de l'eau est quelque chose d'essentiel et qui devrait être résolu et que pour les crises sanitaires et autres crises, la question de l'eau est essentielle puisque parmi les premières mesures qui ont été édictées par l'Organisation mondiale de la santé, c'était de se laver les mains, c'était de faire comment dirais-je, de nettoyer les mains, etc. Vous connaissez toutes les mesures barrières qui ont été faites. Or, là où on n'a pas déjà accès à l'eau pour boire et faire les activités économiques, où on sait que, par exemple, on estime qu'à peu près un tiers des Africains qui peuvent avoir de l'eau pour se laver les mains. Dans ce cas, vous pouvez voir que c'est une situation qui est extrêmement difficile et que ça relève l'importance de continuer ces efforts et peut-être de faire mieux en matière d'équipement et d'implantation de services essentiels, notamment de l'eau. Parce que, et ça a un impact, parce que peut-être qu'on en parlera plus tard, mais par exemple, particulièrement pour les groupes vulnérables, et notamment les femmes, ça a été aussi, ça pose beaucoup de problèmes, puisque c'est elles qui vont aller chercher l'eau, c'est elles qui vont puiser l'eau, c'est elles, etc., etc. Donc, et qu'elles sont particulièrement mises à contribution dans ces périodes de pandémie parce qu'effectivement, elles vont soigner leur famille et abandonner leur travail de subsistance pour justement permettre de soigner les leurs et d'aider, d'aller chercher de l'eau pour l'alimentation. Tout ce qu'on a eu à faire jusqu'aujourd'hui, comme études, etc., et ce qui nous est revenu à partir du terrain, montre que les femmes constituent le groupe qui a été le plus sollicité, qui a été en première ligne partout et dans tous les pays du monde dans la lutte contre la pandémie et qui ont été aussi beaucoup fragilisés. Si on prend le cas de l'Afrique, les femmes sont plus présentes que les hommes dans l'économie informelle, laquelle l'économie informelle occupe près de 86% des emplois. Les femmes représentent dans ce lot 90% des opérateurs économiques de l'économie informelle. Donc, les femmes ont été le plus sollicitées. En plus de ça, et comme les femmes, c'est elles qu'on retrouve souvent dans le travail domestique, comme on peut dire. Donc là aussi, ça a augmenté, disons, la sollicitation et leur implication. Et enfin, il y a tout ce qui est les soins non rémunérés, c'est aussi assumé par les femmes. Et ça partout dans le monde. Absolument. Si on commence à regarder les pistes de solutions, j'allais dire que l'Afrique, par exemple, est une championne de l'innovation, puisqu'on sait que l'innovation se fait sous contrainte
et que les pays à faible revenu ont démontré leur capacité finalement à innover avec très peu de moyens. On parle de la Juga d'innovation en Inde ou de l'innovation frugale en Afrique. Et donc la question que je pose, et j'espère une réponse positive, c'est est-ce que vous pensez que cette contrainte supplémentaire va permettre justement une innovation? On pense en particulier à l'essor incroyable des technologies numériques qui pourraient apporter des solutions vis-à-vis de l'accès aux services, puisque quand on a un téléphone, on sait où est l'eau, on sait comment trouver un certain nombre de services. Ou est-ce que vous pensez que c'est un coup fatal pour l'économie africaine? Vous parliez tout à l'heure d'un scénario très pessimiste qui donnerait une contraction de l'économie. C'est vrai que dans la situation économique globale mondiale, est-ce que cette pandémie n'est pas le coup de trop? Oui. Moi, je pense qu'il faut, tout en reconnaissant la difficulté de la situation, il faut être optimiste parce que les sociétés, les collectivités et les pays, disons, se relèvent toujours des difficultés et des moments difficiles. Ça, c'est disons, la réponse générale. La seconde chose, c'est que s'il y a une chose qui a pris en Afrique et dont l'essor est notable, c'est notamment les nouvelles technologies et notamment les technologies liées à la téléphonie mobile. Et ceci, depuis longtemps, un certain nombre de services étaient disponibles à partir de la téléphonie mobile qu'il n'y avait pas ailleurs dans les pays développés qui avaient d'autres ressources à ça. Et ce que cette pandémie a montré, c'est que ça a été pris comme étant, dans certains cas, une opportunité pour justement essayer d'innover. J'ai été particulièrement surpris, agréablement d'ailleurs, surpris de voir que l'utilisation des nouvelles technologies, notamment en matière de télétravail, en matière de téléconférence, de visioconférence, commence à pu marcher en dépit de la faible couverture téléphonique et Internet dans ces pays. Mais quand même, on peut dire grosso modo, dans les différents forats internationaux, l'Afrique a été présente et on a vu comment les gens ont opéré. La deuxième chose, c'est que même dans l'organisation du travail, et là où on pensait que l'administration publique ou certains secteurs privés, dans le privé aussi n'était pas assez organisé, mais le travail par rotation, par exemple, et l'utilisation de ces nouvelles technologies ont permis d'avancer. Donc moi, je reste optimiste que pour moi, il y a un monde avant la COVID-19, il y aura un autre monde après, et on est dans un nouveau monde qui est en train de se construire, de s'élaborer sous nos yeux ici. On ne connaît pas tous les contours qu'il y a. Et dans ce nouveau monde, justement, je pense que ça sera une opportunité pour l'Afrique puisque on pourra avoir l'usage des technologies nouvelles, justement, pour s'aligner sur les pratiques et les méthodes de travail et sur les performances que les autres réalisent. Donc, ça demandera des investissements supplémentaires, mais je suis convaincu qu'on y arrivera. Alors justement, dans le rapport de l'OIT, il est demandé au gouvernement de faire en sorte que l'ambition de mieux reconstruire devienne un principe central des plans de relance. C'est-à-dire que c'est ce que vous dites, il y a un monde du travail avant et un monde du travail après, et on a envie, en tout cas, que le monde du travail d'après soit plus juste, plus équitable. Donc, je vais vous poser une question qui m'est chère, forcément, c'est comment dans cette reconstruction, on peut prendre en compte spécifiquement la question des femmes, puisqu'on sait que durant la pandémie, leur situation est certainement revenue en arrière par rapport au peu de progrès, enfin au progrès qui avait été fait. Et que, voilà, comment est-ce qu'on peut travailler particulièrement sur ce groupe de population? Je voulais dire que dans toutes nos réflexions ici et dès le départ, on a dégagé un certain nombre d'axes, en tout cas au niveau de notre organisation, pour, comme on dit, pas le retour à la normalité, mais un retour, si je peux m'exprimer ainsi, à une meilleure normalité. Parce que je dois rappeler quand même, avant qu'il y ait la COVID, le monde n'était pas si, disons, ni si paisible que ça. En termes social, en termes économiques et en termes de paix civile. Rappelez-vous que toute l'Amérique latine était quand même, connaissait des manifestations très grandes
de contestation des mesures sociales, des inégalités. Pour parler comme francophone, en France aussi, on avait connu les gilets jaunes, etc., etc. Donc, on avait cette situation-là avant. Et cette situation était, entre autres, la résultante des inégalités accumulées pendant des décennies et des années et où on ne voyait pas de sortie à ça. Donc, sortir du Covid-19, reconstruire et reconstruire mieux, c'est pour qu'on ne retombe pas là, notamment en termes d'inégalité dans le monde. Ça, c'est une chose. Et c'est pour ça que dans les réflexions et dans les propositions que nous faisons à l'intention des décideurs politiques, des décideurs sociaux aussi, parce que vous savez, l'Organisation internationale du travail est une organisation tripartite, où on retrouve les organisations de travail d'employeurs aux côtés du gouvernement. C'est que, on a dit qu'il faut stimuler l'emploi, et cette stimulation de l'emploi passerait par des politiques budgétaires actives, des politiques monétaires conciliantes, et l'octroi de prêts ou de soutien financier à des secteurs spécifiques. Et ça, justement, pour revenir aux femmes, la question de l'accès au financement, au microfinancement pour les femmes, ce serait quelque chose d'extrêmement important. Deuxièmement, protéger les travailleurs sur leur lieu de travail. Et vous savez, les questions de sécurité santé au travail n'ont jamais été aussi prégnantes que ça. Et maintenant, on voit toute la raison qu'il y a quand nous avons fêté notre centenaire l'année dernière, où des propositions ont été faites pour élever les conventions de l'OIT en matière de sécurité santé au travail, de les élever au rang de convention fondamentale du travail. Et un autre axe aussi, c'est de soutenir les entreprises et l'emploi, ainsi que les revenus. Et enfin, il faut s'appuyer sur le dialogue social. Maintenant, pour revenir à la question des femmes, donc je pose la question du financement. La question disons, d'une prise à bras le corps, disons, de tout ce qui structurellement relègue la femme à un second plan et l'amène à être dans la situation où elle est aujourd'hui. Et troisièmement, il est important que les droits des femmes puissent être affirmés et que ces droits puissent être respectés, notamment l'égalité salariale, les possibilités d'accès aux positions clés dans le monde du travail, ce qui n'est pas le cas. Et autre élément qui est important aussi, c'est que nous avons l'année dernière vu l'adoption par la Conférence nationale du travail d'une convention sur les violences et le harcèlement dans le monde du travail, ce qui est aussi très important et dont la ratification permettrait au niveau de différents pays, disons, d'avoir un instrument qui permettrait justement d'apaiser le monde du travail et de faire du monde du travail un monde où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de harcèlement. Donc ça, ce sont des éléments qui sont là, mais il faut qu'il y ait des politiques actives. Il faut qu'il y ait des politiques actives la question sur ça. Et si vous revenez à notre région qui nous intéresse, l'Afrique ou comme les pays arabes, il est important que, notamment à la fois au niveau des emplois publics, notamment les emplois publics, dans les emplois publics, que la politique active, notamment ce qu'on est en train de voir dans beaucoup de pays, la loi de quotas puisse être respectée. C'est une des conditions et que les responsabilités puissent être des responsabilités bien partagées. Non pas qu'on ait tel nombre de femmes mais qui se trouvent que des secteurs sociaux, mais qu'on trouve aussi les femmes occupant des portefeuilles régaliens au sein des gouvernements. J'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, Moussa, mais je pense qu'il est temps de passer la parole à l'auditoire pour que les gens puissent poser également des questions. Et du coup, je repasse la parole à Patrice, qui, je crois, a la liste des questions qui sont posées en ligne. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour ces premiers éclairages. Je crois qu'on est vraiment parfaitement dans le temps des premières 30 minutes. Il y a une première question qui a été posée par Gilles et qui, évidemment, je pense va être un peu compliqué pour toi, Moussa, mais qui est intéressant de traiter, c'est la fiabilité des données Covid en Afrique et au Moyen-Orient, parce qu'en fait, c'est quand même à partir de ces données, bien sûr, qu'il y a un certain nombre d'analyses et de prospectives qui ensuite sont réalisées. Quelle est de ton côté l'appréciation sur cette fiabilité des données
et la façon dont elles sont d'ailleurs recordées maintenant? La fiabilité des données pose toujours problème quand on parle en Afrique et dans d'autres régions du monde. C'est parce que tout simplement, la première chose, c'est qu'on n'a pas les services nationaux qui font la collecte correctement. Et la deuxième chose, dans certains cas, on peut avoir même des données, disons, qui sont, disons, qui peuvent être dans certains cas caution qui peuvent faire l'objet de caution pour leur fiabilité. Mais ça, c'est une manière générale. Mais ça n'empêche pas que des grandes tendances puissent se dégager. Si on prend par exemple le cas de l'Afrique aujourd'hui, il y a toujours la grande question où cet étonnement, pourquoi on a si peu de cas, si peu de morts liés au Covid-19. Je sais, cette question est là. Mais je suis tout à fait d'accord que ça peut interroger. Mais je peux dire que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est difficile de cacher les morts et surtout quand le nombre est très important. Donc ça, c'est un élément qui est important qui est là. Mais il y a eu aussi beaucoup d'efforts, en tout cas, pour améliorer les données. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, nous pensons que les données dont nous disposons, ces données, disons, peuvent être considérées comme des données fiables. Mais je ne m'engagerai pas sur d'autres, puisque le travail qu'on fait depuis toutes ces années pour mettre en place des statistiques du travail, équiper les ministères en charge du travail ou de l'emploi, ces questions, nous permettent, avec aussi les modèles et les outils que nous avons, d'avoir ces données-là et de croire à ce que nous avons comme données. Merci. Alors, n'hésitez pas à continuer effectivement à envoyer vos questions. Vous avez deux modules possibles, converser ou bien questions et réponses. N'hésitez pas à les envoyer. Une question qui me vient de Jean-Patrice. L'Afrique, où 75% de l'économie est informelle, comment peut-on décompter correctement ou d'une manière approchée, en tout cas, le nombre de chômeurs et est-ce que cette notion de chômage existe aujourd'hui en Afrique? Comment peut-on les numériser éventuellement? Je veux juste poser une petite question complémentaire qui est tout à fait similaire. C'est dans le rapport de l'OIT, le nombre d'heures perdues, le nombre d'heures de travail perdues en Afrique et au Moyen-Orient paraît relativement faible comparé aux autres régions du monde. Et est-ce que c'est parce qu'il y a, effectivement, on ne compte que le travail officiel ou parce qu'on a une difficulté à compter les heures de travail effectivement réalisées? Ou bien est-ce que parce que réellement l'impact est moindre, parce qu'il y a pas beaucoup il y a moins d'activités que dans les autres pays? Oui, d'accord. Alors, pour répondre à cette question, je dois dire que en Afrique et dans le monde arabe, le nombre est bas parce que d'abord, ces deux régions ont été moins touchées que le reste. Deuxièmement, les mesures de confinement, dans certains cas, n'ont pas été radicales comme elles sont ailleurs. Je donne un exemple. Je disais tantôt qu'on a pris l'option de dire, OK, on isole les villes des campagnes et on réduit les communications entre les villes, la campagne, etc. Alors que l'activité a continué Je vous donne un pays d'Afrique de l'Est, le président a dit, je n'ai pas les moyens de confiner les gens ont continué à travailler. D'autres pays, les gens continuaient, quitte à mettre en place dans le formel, la rotation entre les différentes équipes, que ce soit dans le public ou le privé. Donc ça, c'est un élément qui a beaucoup joué là-dessus. Autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vrai, il y a toujours des difficultés à avoir une mesure précise de l'emploi ou du sous-emploi en Afrique et dans le monde arabe et peut-être même en Amérique latine. Mais ceci n'empêche pas d'avoir des estimations ou des études qui permettent d'affiner ce que nous avons pour nous donner une indication pour savoir dans quel sens il faut aller. Merci. Nous avons une autre question qui est évidemment extrêmement intéressante en termes d'expression de l'OIT sur ce sujet, c'est évidemment l'informel. Dans le rapport de l'OIT,
il y a des explications qui sont assez bien faites sur les dispositions fiscales des pays et en soulignant évidemment leurs limites assez rapides. Et dans ce cadre-là d'autonomie financière et fiscale qui est quand même relativement limitée, penses-tu qu'il faille plutôt intégrer ou bien formaliser ou encore réguler et comment le faire, ce travail informel? Alors oui, moi je dois peut-être rappeler aux amis qui sont en ligne qu'au niveau de l'OIT, il a été adopté un instrument qui est une recommandation qu'on appelle la recommandation 204 sur formaliser, je résume, formaliser l'économie informelle. C'est-à-dire cette recommandation donne un certain nombre de pistes sur la nécessité de formaliser l'économie informelle. C'est un vaste programme. Première chose, c'est qu'il faudra que d'abord on reconnaisse, on puisse savoir et cerner ce que c'est l'économie informelle, voir tous les secteurs d'activité qui sont là. De travailler sur la zone grise, qui est la première zone où il est facile de passer de l'informel au formel. 3, il faudra que l'approche des États et des administrations ne soit pas qu'une approche fiscale d'abord. Il faut que ce soit une approche où on apporte quelque chose à l'économie informelle. La fiscalité avec l'économie informelle, c'est que dès qu'on se présente, l'entreprise disparaît 2 ou 3 jours après pour se créer ailleurs. Alors qu'il faudra venir d'abord avec des services à l'économie informelle. Il faut des services, et notamment parmi ces services-là, c'est d'abord les organiser ou les aider à s'organiser. Deuxièmement, leur permettre d'avoir l'accès au financement. Troisièmement, il est important qu'on puisse aussi apporter la protection sociale. Nous avons préconisé, nous, au niveau de notre organisation, de partout de pousser à la mise en place de socles de protection sociale. Et cela est possible avec des exemples bien précis dans certains secteurs d'activité de l'économie informelle où on a pu, pendant des années, aider à mettre en place des socles de protection sociale aux acteurs de cette partie de l'économie nationale. Donc, pour moi, la nécessité est là de passer, de travailler à la formalisation de l'économie informelle. C'est d'autant plus important que les États ont intérêt à ce que, dans cette formalisation-là, de pouvoir élargir leur espace fiscal. C'est une des conditions justement pour financer le développement, de financer notamment les équipements dont on parle, mais ceci pour moi est une nécessité et qu'il faudra qu'on s'achemine vers ça. C'est une question de démocratie, c'est une question comment dirais-je, de bonne gouvernance que de travail dans ce sens-là. Merci Moussa. J'ai une question qui revient d'ailleurs sur la notion d'informel et de chômage. Jean-Patrice nous exprime la chose suivante. Il y a bien donc des estimations qui sont faites. Est-ce qu'on a des chiffres des estimations du chômage aujourd'hui sur le continent? Je ne les ai pas en tête là, mais on a des chiffres. Et j'avais donné des chiffres tout à l'heure concernant le type de, comment dirais-je, l'impact de l'épidémie sur le continent africain, mais on a des chiffres au niveau de l'OIT. Aujourd'hui, en tout cas, les chiffres sont disponibles sur le site de l'OIT. Ils sont disponibles. Les chiffres sont disponibles. D'accord. Je ne veux pas donner d'à peu près, donc je préfère… Non, mais c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir, plutôt de donner une référence à une visite sur le site que de donner des chiffres en fourchette. J'ai une question qui revient aujourd'hui sur comment apporter des solutions, enfin quels sont les acteurs qui seraient légitimes aujourd'hui pour apporter des solutions pour une meilleure reconstruction. Quand on parle des acteurs, on parle évidemment bien sûr des acteurs financiers, il n'y a pas que. Comment est-ce que tu vois les choses en termes de reconstruction dans cette ère post-Covid qui est en train de s'ouvrir progressivement? Je le disais, l'organisation à laquelle j'appartiens est une organisation tripartite où nous avons les gouvernements, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs qui se retrouvent, qui discutent, qui élaborent des normes, qui donnent des orientations et qui nous permettent de voir quelles sont les politiques et des recommandations pour voir les politiques à mettre en place. La légitimité aujourd'hui pour une meilleure reconstruction
et notamment la reconstruction du monde socio-économique, c'est justement ces acteurs-là que je viens de citer. Et ils ont toute la légitimité, mais ils ont aussi toute l'expérience pour le faire. Toute la question est maintenant, c'est comment on peut, au niveau national et quelquefois même au niveau sous-régional, on peut avoir un véritable dialogue social, qui soit un dialogue social inclusif de toutes ces forces que je viens de citer, mais un dialogue social aussi qui est franc, et un dialogue social où la confiance règne, ce qui permettra d'élaborer des politiques consensuelles. Parce que les meilleures politiques qui ont la chance de voir le jour et de réussir, ce sont les politiques qui ont été élaborées sur une base consensuelle et non des politiques qui sont venues d'en haut et qu'on voudrait imposer à des forces politiques ou des forces sociales qui sont réticentes. Ça inclut donc une différenciation des solutions apportées en fonction des pays, des cultures, des situations. J'ai deux questions qui viennent tout de suite derrière celle-là, toujours autour de la question fiscale et financière, mais globalement, selon toi, où est-il possible aujourd'hui, j'allais dire, de trouver des ressources financières, sachant que les dettes sont colossales. On parle de remise de dette, on parle d'annulation, mais en tout cas, j'allais dire, les économies sont effectivement très exposées. Où trouver effectivement des ressources financières? Mais les ressources financières, on peut les trouver d'abord, et ceci est important, au niveau national. Tout à l'heure, on a parlé de comment aider à une formalisation, ne serait-ce que par palier du secteur de l'économie informelle. Ça permettrait d'avoir des ressources supplémentaires. La deuxième chose qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres ressources qui sont là. Si vous regardez aujourd'hui les transferts de la diaspora africaine vers l'Afrique, eh bien, ça dépasse dans certains pays, même l'aide publique au développement que ces pays-là reçoivent dans ces pays-là. Donc là aussi, c'est une source qu'il faudra regarder. Et troisièmement, les ressources qu'on peut avoir aussi, c'est les ressources qui sont liées, et ça, on ne peut pas, pendant un moment, il faudra le faire parce qu'il faut une solidarité internationale. On peut avoir des ressources là. Et troisièmement, il y a la question de la dette. La question de la dette qui est là, il y a un certain nombre de pistes qui ont été dégagées récemment par le secrétariat des Nations Unies pour parler de l'allègement de la dette qui permettrait d'avoir des ressources pour pouvoir réinvestir, en tout cas dans certains secteurs sociaux ou pour pouvoir investir dans des secteurs qui sont aussi des secteurs structurants. Donc, il y a ces sources-là qu'il faut regarder. Alors, la question qui vient est une question qui démontre que le rapport de l'OIT a déjà été lu par certains des participants, ce qui est tout à fait encourageant. Je vais lire cette question, c'est Nicolas qui la pose. Dans le rapport de l'OIT, on voit des variations qui sont très fortes de l'impact du Covid sur l'emploi selon les régions et les pays, évidemment une grande diversité. Quels facteurs, selon vous, expliquent les différences? Est-ce par exemple lié à un impact Covid traité différemment ou à des modes de gouvernance d'un pays à l'autre qui seraient différentes? Alors, d'un pays à l'autre, comme je dis, les variations sont importantes parce que les mesures qui ont été prises à partir du mois de mars à travers le monde, les mesures ont été différentes et elles ont été différentes par leur nature. Là où on avait des mesures qui étaient des mesures radicales, ça n'a pas empêché, disons, ça a permis à certaines l'activité de continuer. Alors que dans d'autres pays, on a plutôt eu l'impression que seuls les services essentiels étaient en fonctionnement. Donc, tous les pays qui avaient, disons, un volant de sécurité en matière financière ou en matière, j'allais dire, alimentaire, tous ces pays-là, disons, ont été plutôt dans les restrictions les plus drastiques. D'autres ont continué à fonctionner, ça c'est une chose. La deuxième chose, la question de la gouvernance est importante. Elle est dans tout ce qu'on fait. Et cette question de gouvernance fait que certains pays ont très tôt pu prendre des mesures qui ont permis à atténuer l'effet du Covid. Donc ces variations sont liées à cela. Merci. Une question qui est plus spécifique, posée par Thierry sur
l'accès des services de base comme l'eau en milieu rural. Comment est-ce qu'on peut combiner on revient au sujet de la formalisation. Comment est-ce qu'on peut combiner le coût de formalisation et le tarif du service? Est-ce que tu as une idée sur ces sujets? Alors, je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus parce que je ne suis pas trop spécialiste de ça. Je peux spéculer comme tout le monde sur cette question-là, mais l'accès aux services de base suppose aussi deux choses, qu'il y ait l'investissement qu'il faut et qui soit à la hauteur, disons, de ce que les bénéficiaires de cet investissement peuvent faire. Deux, c'est de voir dans quelle mesure leur contribution, disons, à cet effort-là qui a été fait, notamment à la question de l'eau, l'accès à l'eau. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits en matière d'accès à l'eau dans certaines zones. Il s'est fait que souvent, ces investissements ont été faits, mais il n'y a pas eu une implication des populations bénéficiaires. Deux, dans la gestion, ce n'est pas elles qui ont été mises en place. Et trois, leur participation à l'entretien et au fonctionnement. Donc, ce sont ces éléments-là qui permettent, même une fois qu'on a un investissement de base, notamment en matière d'eau qui a été fait, qu'on puisse pérenniser cet investissement-là et qu'on soit sûr que ce n'est pas... ça devient une propriété de la collectivité bénéficiaire. Merci. Alors, j'ai une question qui est liée un petit peu à l'intervention tout à l'heure de Martine Williams sur l'impact, notamment sur la catégorie des femmes du travail, enfin, qui sont des travailleurs du secteur informel. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été étudiées par l'OIF sur la réduction des inégalités sur ce marché du travail, liées notamment à la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, qui est fort différente d'il y a encore quelques mois? Oui. Il y a dans les différentes études qui ont été faites jusqu'ici, qu'on a, j'ai dit deux choses déjà. Hein. C'était qu'il faut quand même s'assurer que les droits, si on donne pas on respecte pas les droits ou on pense pas qu'il y a les droits des femmes, ça ne marchera pas. Deuxièmement, c'est qu'il faudra, je l'ai dit aussi déjà, s'attaquer à tout ce qui est fondamentalement dans la structure qui maintient les femmes dans leur situation. Et ça, c'est beaucoup de choses. Ça va des préjugés socio-culturels aussi à des questions qui sont des questions, comment dirais-je, de possibilités offertes par l'État et par le secteur privé. Et trois, la question de l'accès à l'enseignement, à l'instruction et la démocratisation, c'est-à-dire avec des politiques actives qui permettent qu'il y ait plus de jeunes filles, de petites filles qui vont à l'école, qui étudient et qui peuvent faire le cursus comme les garçons le font. Et trois, il faudra aussi qu'on puisse trouver le moyen pour alléger les tâches domestiques, qui sont des tâches qui retombent toujours sur les épaules des femmes et des jeunes filles. Donc, c'est un ensemble de mesures qui sont assez classiques qu'il faudra mettre en place pour pouvoir, disons, changer qualitativement cette situation. Mais la question du financement des femmes qui sont dans des activités économiques, c'est quelque chose de très important. Et ça, et leur organisation aussi, en coopérative ou selon d'autres structures, ceci est un élément qui permettra de faire bouger les lignes. Alors, quand on a préparé en fait cette session, il y a une question de fond qui est revenue. Je vais quand même la poser parce qu'elle est importante, me semble-t-il. Quelle est l'appréciation sur la confiance dans les décideurs politiques, dans la compréhension de cette crise sanitaire et de ses impacts économiques, liés notamment justement à la gouvernance qui est très variable d'un pays à un autre? Oui. Comment est-ce qu'à l'OIF on apprécie cela et comment éventuellement on fait ou on émet en fait un certain nombre de recommandations dans la mesure où vous êtes sollicité? Alors, la première recommandation qu'il faut faire, c'est que, les décisions, quand on les prend pas, j'allais dire, en solo, mais que ce soit des décisions qu'on prend après un dialogue avec les différents acteurs qui sont intéressés. Ça, c'est une première chose.
Deux, il faudra qu'on puisse partager l'information, la bonne information, l'information exacte avec l'ensemble des gens. Et trois, maintenant, il faudra faire en sorte que donner la possibilité à ceux qui ont été impliqués dans l'élaboration de la politique de suivre comment cela se met en place. Ce sont des éléments importants qui permettent de créer la confiance. Et trois, avoir toujours cette vision que ceux avec qui on discute pour pouvoir discuter du problème, ébaucher et trouver des solutions et les mettre en œuvre, que ceux-là, ils ont une légitimité. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait, mais ils ont la légitimité et c'est cette légitimité qui permettra, une fois que ces mesures ont été mises en œuvre tel que ça a été décidé et que notamment cela se fait dans la manière la plus transparente, notamment en matière de mise en œuvre, en matière de fonds, etc. Et avec la possibilité d'évaluation, mais ça permettra disons, de créer à la fois la confiance, mais aussi que les gens croient que ces mesures qui ont été prises sont des mesures qui ont été d'abord des mesures, j'allais dire, sur la base d'un consensus, en tout cas, ou d'une discussion, et que ces mesures l'apportent. Ça revient, un mot qui revient souvent, c'est la question de la gouvernance d'une manière générale. Comment on gouverne? Et dans la gouvernance, un des piliers de la gouvernance, c'est notamment la participation. Et c'est là, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Si on fait l'impasse là-dessus, eh bien, ça posera des problèmes par la suite. Merci. Alors, j'ai une question d'un homme de l'eau qui pose la question justement du rôle des partenaires privés. Alors, je la lis pour qu'elle ne soit pas transformée par mon propre langage. Quel impact a eu l'épidémie du Covid-19 dans le rôle que les partenaires privés ont dans la gestion d'une crise sanitaire? Est-ce qu'il y a quelques exemples qui pourraient être cités? Oui, il y a des exemples qui pouvaient être cités. C'est des exemples où des ministères du Travail, avec les ministères de la Santé, se sont réunis pour discuter du Covid-19 et voir quelles sont les mesures à mettre en place avec les employeurs, notamment les travailleurs, à mettre en place dans des unités économiques. Et ça, ce sont des bons exemples qui sont là. Et d'autres pays aussi où la crise a été l'occasion d'engager un véritable dialogue social et qui permet maintenant de voir l'implication du secteur privé, notamment des entreprises et des employeurs, dans la gestion de la crise qui est là. Donc, on a plein d'exemples de ça. Par contre, ailleurs, on a constaté aussi qu'au moment de la crise, on a eu toujours ce réflexe qui est que l'urgence est là et que dans l'urgence, c'est plutôt une entité ou une structure qui décide pour les autres. Et ça pose toujours des problèmes par la suite. Bien sûr. Bien sûr, merci. Alors, une question de Gilles à nouveau, parmi les mesures de relance principales qui ont été prises dans certains pays ou qui ont été prises aussi par des organisations dans cette zone de l'Afrique et du Moyen-Orient, est-ce qu'il y a des exemples remarquables qui pourraient surtout avoir l'avantage d'être dupliqués? Est-ce qu'il y a des choses qui sont transposables, disons? Il y a certainement des choses qui sont transposables, mais là, tout de suite, je n'ai pas en tête cela. Mais on a sur notre site, justement, un portail qui permet de voir ce qui a été fait par les différents pays dans le cadre de la gestion de la COVID-19. Et il y a des mesures qui sont vraiment des mesures vertueuses qui sont là. Donc, pour l'ensemble des pays du monde, bien entendu pour les pays africains. Merci. Alors, on a beaucoup parlé de social et de sanitaire, qui sont évidemment des facteurs très importants. Mais la construction d'infrastructures qui permettent, je reviens un peu à notre sujet ressources, bien sûr, qui permettent l'accès à l'eau ou encore à l'énergie, est-ce que tu ne crois pas que ça devrait être quand même prioritaire dans les programmes de reconstruction? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des rangs de priorité qui soient donnés? Oui, c'est important ces infrastructures. S'il y a un manque, là où l'Afrique a encore beaucoup de chemin à faire, c'est en matière de ces infrastructures. Et la COVID-19 a montré qu'il n'y a pas ces infrastructures. Et d'ailleurs, toutes les craintes qu'on avait pour l'Afrique, c'était que l'Afrique, avec l'infrastructure sanitaire qu'il y avait, ou les autres infrastructures, que quand la pandémie va exploser, eh bien que ça soit l'hécatombe. D'ailleurs, entre parenthèses, les premières estimations qui ont été faites par certaines
entité des Nations Unies parlait de millions de morts. Donc, je reviens après cette digression, c'est juste pour dire qu'il est important de le faire. Mais je dois dire qu'au-delà des infrastructures, qui sont des infrastructures physiques dont on a besoin pour assurer la santé, pour assurer le développement des échanges commerciaux, etc., tout ça, il est important aussi qu'on puisse mettre en place des infrastructures sociales. C'est-à-dire ce n'est pas l'un contre l'autre ou l'un en oubliant l'autre, mais savoir pouvoir cibler et mettre sa priorité. Et parmi ces priorités, il y a des infrastructures physiques dont on parle, les infrastructures des services de base, mais il y a aussi ce que j'ai dit, la protection sociale. Si cette crise a montré quelque chose et a révélé une grande faiblesse dans beaucoup de pays et a fait craindre le pire, et peut faire craindre le pire ailleurs ou encore le civil, c'est le fait, par exemple, qu'il n'y a pas de protection sociale, le minimum de protection sociale. Et ça a été et ça sera toujours le gros problème qu'on a. Donc, oui, pour les infrastructures physiques, oui, pour les infrastructures de services de base, mais ne pas oublier aussi les infrastructures sociales de base. Merci, c'est bien clair, Moussa. On arrive bientôt, il nous reste quelques minutes à peine avant la fin de notre webinaire. Est-ce que Martine, vous souhaitez donner un petit peu un éclairage de votre côté sur ce rapport que vous avez parcouru et les questions que ça vous a posées? Moi, j'avais une question qu'on n'a pas abordée jusqu'ici, qui est celle de l'alimentation des populations. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose que la crise a mis en évidence, c'est la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des importations et aussi le fait qu'en limitant les échanges et les connexions entre les villes et les campagnes, les gens n'ont plus pu vendre leur production et donc ce qui a contribué à les ramener dans une très grande précarité, une très grande pauvreté. Toujours pour revenir à ressources, l'eau a un rôle très important, bien sûr, dans l'agriculture et donc dans l'alimentation des populations. Est-ce que ce secteur-là est pris en compte actuellement par les gouvernements, par les États, même par l'aide internationale? Est-ce que c'est un secteur sur lequel il va y avoir une réflexion importante pour d'abord assurer peut-être à l'Afrique, sinon une autosuffisance, en tout cas une meilleure indépendance et permettre de valoriser ce qui est produit localement? Oui. La question j'allais dire de la sécurité alimentaire ou de l'autosuffisance alimentaire, c'est une question essentielle. Et en Afrique ou ailleurs, elle ne peut pas se faire sans eau. Donc, si elle ne doit pas se faire sans eau, ça veut dire qu'il faudra qu'on puisse penser selon là où on est, selon qu'on ait du stress hydrique ou selon qu'on ait, je sais pas, une autre situation meilleure. Il est important à ce qu'on puisse voir comment l'eau peut d'abord être disponible. Et pour qu'elle soit disponible, il faudra voir quelles sont les conditions à réunir. Est-ce qu'il faut plus d'énergie électrique? Est-ce qu'il faut plus d'aménagement, j'allais dire, hydroélectrique ou d'aménagement, autre type d'aménagement? Il faudra s'assurer que, justement, on puisse avoir les meilleures techniques qui puissent faire la meilleure utilisation de cette eau, puisque c'est une ressource rare et qu'elle est si rare pour tout le monde qu'il faut pouvoir l'utiliser avec parcimonie. Et il faut faire en sorte aussi que dans la gestion de cette eau ou des ressources en eau, qu'au-delà de ce que fait l'administration et au-delà de ce que peut faire, disons, d'autres entités, notamment internationales, qu'il y ait, disons, une véritable implication, sensibilisation de ceux qui utilisent cette eau-là. Ceci, c'est important parce que vous avez bien compris dans tout mon message, c'est toujours l'implication des acteurs et leur pleine et consciente implication. C'est une des conditions pour qu'on puisse, disons, arriver à des résultats probants.
Bien, bah, écoutez, nous sommes arrivés très exactement à la fin de notre session aujourd'hui. Je voulais bien sûr vous remercier, Martine, Moussa, pour votre participation active. Bah, j'encourage ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin à aller sur le site pour lire en fait au moins le brief summary qui a été fait par l'Observatoire de l'OIT sur les estimations actualisées et qui est en date du 30 juin. Donc, c'est un document qui est très récent, qui est très facile à lire et pédagogique et qui est, je dirais, très instructif pour l'avenir. Voilà, le Think Tank Ressources va maintenir son rythme maintenant à un niveau mensuel de ces webinars. On vous donnera d'ailleurs sur le site de ressources le calendrier des prochains événements. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Et merci beaucoup. Merci.